À 23h47, arrive un appel alarmant au service d'urgence de la ville de Derry. La ligne est stable, mais la voix à l'autre bout alarme immédiatement. C'est une voix d'enfant. Elle sonne tremblante, mais s'efforce désespérément de parler clairement. Le garçon essaie apparemment de retenir sa peur. À l'autre bout de la ligne, une seule phrase, mais elle est terriblement inquiétante. « Maman a couché mes sœurs pour dormir dans l'eau. » Ce n'est pas un appel ordinaire. Ce n'est pas un problème accidentel avec lequel n'importe quel opérateur peut faire face. Dans la voix de l'enfant, on ressent non seulement la peur, mais quelque chose de beaucoup plus sérieux. L'opérateur, comprenant toute l'importance du moment, pose immédiatement une question de précision. « Où te trouves-tu » La réponse ne se fait pas attendre. Le garçon donne l'adresse. Ferme Shallow Point. C'est un endroit éloigné, situé loin des limites de la ville, sur la côte, où jusqu'aux voisins les plus proches, il y a des dizaines de kilomètres. Le temps non plus ne réjouit pas. Vent fort et pluie peuvent beaucoup compliquer l'accès à cette zone. L'appel est enregistré dans le journal d'appel et la situation commence à se développer. La patrouille numéro 7 sort vers l'adresse indiquée. Sur l'écran de l'opérateur apparaît immédiatement une marque « Ferme, Shallow Point ». Aucune instruction détaillée de route, simplement cette petite ferme, isolée du monde entier. Il devient immédiatement clair. Il y a peu de temps, il faut agir vite. La route que doit prendre l'équipage de patrouille sera difficile. Les routes de campagne étroites, qui abondent dans ces régions, ne permettent pas une grande vitesse, et compte tenu de la pluie et du vent fort, la sortie de la ville se transformera en véritable épreuve. Le temps s'aggrave vraiment. Le vent s'intensifie. La pluie fouette le pare-brise de la voiture et la visibilité devient de plus en plus mauvaise. Tout cela crée des difficultés supplémentaires. Mais cette fois même, les conditions météorologiques semblent secondaires comparées à ce qui peut attendre la patrouille sur place. Le temps s'épuise et dans l'air pend la tension. Chacun de l'équipage comprend que plus vite ils seront sur place, plus haute sera la chance de trouver l'enfant en sécurité. La voiture de patrouille, contournant les sections sombres de la route, se dirige vers la côte. Le vent et la pluie s'intensifient, mais ils continuent quand même leur chemin. Seulement quelques voitures, s'il y en a sur ces routes abandonnées, passent ici de temps en temps. L'absence presque complète de population dans cette partie de l'Irlande et l'éloignement de la ferme rendent cet endroit particulièrement vulnérable. Pendant que la patrouille continue son chemin, il devient clair que la ferme Shallow Point n'est pas simplement un nom sur la carte. C'est un endroit qui à ce moment deviendra l'épicentre d'un événement dont les conséquences restent encore à comprendre. Une parcelle de terre au bord même de la côte, isolée, cachée des regards étrangers. Et voilà que la patrouille s'approche enfin de cette zone éloignée. Mais pour l'instant, personne ne peut dire ce qui les attend exactement là, derrière ces murs gris. Personne ne savait ce qui se passait là, mais cet endroit nécessitait clairement une intervention. Chaque minute compte. À la ferme Shallow Point vit la famille O'Neill. C'est une petite ferme isolée au bord même de la côte, où jusqu'au village le plus proche, il y a 5 kilomètres entiers. Dans la famille O'Neill, Sinéad, 32 ans, et 3 enfants. Le fils Finn, 8 ans, et 2 filles, Sawers, 5 ans, et Aïn, 3 ans. La famille, apparemment, typique pour ces lieux. Des fermiers locaux, travaillant la terre, essaient de survivre, malgré les conditions difficiles. Mais il y a un point important. Le mari de Sinéad, Liam, est absent. Il travaille sur une plateforme pétrolière en mer du Nord et n'est à la maison que quelques fois par an. Cela laisse Sinéad avec les enfants seuls, avec les difficultés quotidiennes et la solitude. La ferme rapporte à peine des revenus. Chaque année, la terre devient de moins en moins productive et les revenus de son travail de plus en plus faibles. Sinéad essayait désespérément de faire face à la situation, mais la solitude et la pression financière constante se font sentir. La maison est vieille, nécessite depuis longtemps des réparations.
Jusqu'au village de Doulan, l'agglomération la plus proche. Il y a 5 kilomètres entiers. Et on ne peut pas y arriver tous les jours. Les gens viennent rarement dans ces régions et la ferme elle-même est absorbée par la nature déserte. De temps en temps, il semble que la nature elle-même resserre l'anneau autour de cet endroit. Comme dit un ancien local, là souffle toujours le vent de l'océan. Ce ne sont pas que des mots. Le vent, froid et fort, comme s'il rappelait toujours que la ferme est un endroit où l'homme et la nature sont en lutte constante. Et voilà, dans cette partie isolée, presque abandonnée de l'Irlande, la voiture de patrouille s'approche enfin de la ferme. Dans la nuit sombre, parmi ce vent et cette pluie, le tableau devant les yeux des policiers devient clair, mais en même temps effrayant. Dans une fenêtre de la maison brûle une lumière. C'est étrange, il n'y a pas d'autre source de lumière, seulement celle-ci, faible et terne. Mais encore plus alarmant s'avère que la porte d'entrée de la maison est entr'ouverte. C'est comme une invitation. Mais à quoi ? À quoi entreront-ils quand cette porte s'ouvrira ? Les officiers sortent de la voiture et devant eux se dresse une maison qui à ce moment semble non pas simplement un vieux bâtiment, mais quelque chose de beaucoup plus sinistre. Chaque pas les rapproche de la réponse. Mais quelle réponse exactement ils trouveront ? Ce n'est pas encore clair. Les officiers entrent dans la salle de bain. C'est une petite pièce sombre qui semble enfermée dans cette vieille maison. La seule source de lumière est une lumière terne et vacillante du couloir. Au centre de la pièce se trouve une vieille baignoire en fonte, usée et à la peinture écaillée. L'eau dedans semble étrange, pas simplement de l'eau, mais quelque chose qui ne devrait pas être ici. Et voici, dans cette eau, une découverte horrible. Dans la baignoire en fonte gisent les corps de 2 fillettes. Sawars, 5 ans, et Aïn, 3 ans. Leurs corps sont immobiles, comme sans vie. Et l'eau autour semble avoir absorbé tout ce qui restait de leur vie. Les officiers enregistrent cela avec une précision froide. Protocole. Simplement un fait. Mais même derrière cette description simple et impartiale se cache l'horreur qui n'a pas besoin de mots supplémentaires. L'eau dans la baignoire n'est plus simplement de l'eau. C'est un endroit où tout s'est terminé. Passant à une autre partie de la maison, les officiers se dirigent vers la cuisine. Là, à table, est assise Sinéad O'Neill. Elle ne bouge pas. Dans la pièce règne un silence complet, interrompu seulement par ces sons doux et monotones. Son regard est dirigé vers un point. Elle ne répond pas aux questions, ne bouge pas, ne réagit pas au présent. Devant elle, sur la table, gît une bouteille vide de whisky Jameson. C'est la première chose qui frappe. Peut-être est-ce l'explication. Une femme ivre, qui a perdu le contrôle, qui a fait quelque chose d'horrible dans un élan de désespoir. Mais tout cela est trop simple. La réalité est beaucoup plus complexe. Sinéad n'oppose pas de résistance quand les officiers s'approchent et procèdent à l'arrestation. Elle est assise comme une statue, sans bouger, sans les regarder. Elle ne résiste pas, n'essaie pas de fuir, ne crie pas. Elle est simplement assise, perdue, dans son propre monde. Son état est évident. Elle n'est pas dans son état normal. L'équipe d'enquête et le coroner sont déjà appelés sur les lieux de l'incident. La maison est bouclée. La procédure officielle commence. Les officiers enregistrent la scène de crime et toute la scène se transforme en travail d'enquêteurs, de policiers et d'experts judiciaires. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé ici ? Qui et pourquoi est devenu témoin de cette horreur ? Ce n'est que le début d'une enquête longue et complexe. Les criminalistiques commencent l'examen de la maison. C'est une procédure standard qui semble presque routinière. Les spécialistes locaux enregistrent tous les détails pour ne manquer aucun indice. La maison fait l'objet d'un examen complet. À la recherche de traces
qui pourraient indiquer une intervention extérieure. La première vérification ne donne rien d'inhabituel. Il n'y a pas de signe d'effraction. Portes et fenêtres sont fermées. Tout est comme cela devrait être si nous considérons la situation comme un accident ou une tragédie familiale. Les experts locaux affirment que tout indique l'absence d'intervention extérieure. C'est un moment typique dans l'enquête, quand les affaires commencent à se développer dans le cadre de la version attendue. Quand ils procèdent à l'examen médical de Sinéad, les résultats semblent évidents. Dans le sang de la femme, il y a une forte concentration d'alcool. C'est un élément logique qui semble seulement confirmer la version de la tragédie accidentelle survenue en état d'ébriété alcoolique. Une personne qui n'a pas supporté la vie s'est rendue et a noyé ses enfants, dans un élan de désespoir et sous l'influence de l'alcool. Tout si simple. Cependant, quand commence l'interrogatoire de Finn, l'un des rares témoins restants, le tableau commence à changer. Il semble troublé. Ses yeux sont remplis de peur. Dans la pièce avec lui est présent un travailleur social pour créer des conditions pour une conversation honnête et calme. Finn essaie de répondre aux questions, mais son témoignage est confus. Il a du mal à choisir les mots, se trouvant clairement dans un état de fort stress. Au début, il dit des phrases sans signification. Mais soudain, au milieu de ce chaos, ces mots s'échappent comme quelque chose d'étrange et d'inexplicable. Maman se disputait avec grand-mère. Cette phrase est enregistrée dans le procès verbal. Elle ne correspond à aucune version discutée jusqu'à ce moment. Qui était cette grand-mère ? Pourquoi Finn la mentionne-t-il dans le contexte de ce qui s'est passé cette nuit ? L'enquêteur, mettant de côté les documents, vérifie immédiatement l'information. La grand-mère du côté maternel, Maeve O'Neill, était morte depuis de nombreuses années. Elle est décédée en 1978. Ces faits peuvent tout changer, mais au début, personne n'y accorde d'importance. Les paroles de Finn sont attribuées au choc et à la fantaisie enfantine. Rien de plus. Après tout, les enfants disent souvent des choses étranges, surtout après des événements traumatisants. Mais ce détail anormal est enregistré dans l'affaire et, malgré le fait qu'on l'ait immédiatement mis de côté, il reste un élément important de l'enquête. Nous ne savons pas quand ce détail peut jouer son rôle, mais il aura certainement une signification dans l'avenir. Sinéad O'Neill est la seule suspecte dans cette affaire. Après l'examen de la scène de crime et l'analyse de tous les faits collectés, sa figure est devenue centrale. Elle était seule dans la maison au moment de l'incident. Son fils Finn est devenu le seul témoin. Et ses déclarations confirment en général la version selon laquelle la mère aurait pu être directement impliquée dans la tragédie. Son état au moment de la découverte sert également de preuve importante. Les résultats médicaux enregistrés sur place confirment que Sinéad était sous l'influence de l'alcool. Les preuves, semble-t-il, pointent entièrement vers elle. Tout semble comme si elle ne pouvait pas ne pas être coupable. Dans la maison, aucun signe d'effraction n'a été découvert. Les portes étaient fermées. Les fenêtres aussi. Il n'y avait aucune trace qui aurait pu suggérer une intervention extérieure. À première vue, tout confirme qu'elle était seule. Et cela fait d'elle la suspecte numéro 1. En conséquence de tout cela, des accusations de meurtre ont été portées contre Sinéad O'Neill. Selon les faits collectés, il n'y a pas d'autre moyen que de lui présenter ces accusations. Tout le tableau s'assemble très logiquement. Une femme sous l'influence de l'alcool, se trouvant dans une situation désespérée, a perdu le contrôle et commis un acte horrible. L'épuisement psychologique et physique, l'alcoolisme et la crise psychologique semblent être un motif tout à fait explicable. Finn, comme seul témoin, n'était pas en mesure d'expliquer précisément tous les détails de ce qui se passait. Mais ses paroles et témoignages ont confirmé le tableau de la tragédie. Tout pointe vers elle. En même temps, la version officielle du motif, présentée par l'enquête, semble assez simple et compréhensible. La version attendue, dépression post-partum, qui étant aggravée par l'isolement constant et le désespoir, aurait pu mener à la psychose. Une femme ne recevant pas de soutien
faisant face à des difficultés constantes, des problèmes financiers, n'était pas en mesure de faire face au poids de la vie. Cela expliquait comment la tragédie avait pu se produire. L'alcool était devenu sa façon d'échapper à la réalité, d'absorber la douleur, et à un moment donné, dans un état de délire, cette erreur terrible avait pu surgir. Des facteurs supplémentaires, tels que l'isolement social, le manque de soutien et les difficultés financières, ont joué leur rôle dans ce processus. Selon les habitants locaux, Sinéad semblait toujours renfermée. Les voisins disaient qu'elle était malheureuse, que sa vie était pleine de difficultés. Et tout cela, à leurs yeux, se reliait logiquement à la tragédie. Dans les procès-verbaux des voisins sont enregistrées des phrases telles que « elle était renfermée »,« elle semblait toujours malheureuse ». Ces mots sont des moments clés qui s'inscrivent dans le tableau de peur et de désespoir qui, semble-t-il, ont poussé Sinéad au crime. Après la présentation des accusations, Sinéad O'Neill a été transférée à l'hôpital de la ville d'Ennis sous stricte surveillance médicale. C'est une procédure standard dans de tels cas, cependant son comportement laisse beaucoup de questions. Elle n'entre pas en contact avec les enquêteurs et les médecins, ne répond pas aux questions, ne montre pas d'émotion. Ce silence peut être interprété de différentes façons. C'est peut-être un aveu de culpabilité ou peut-être un traumatisme psychologique encore plus profond. Dans un tel état, elle ressemble presque à une personne qui a perdu tout lien avec la réalité. Ses actions ou son inaction remettent en question son adéquation et obligent à reconsidérer tout le tableau de ce qui se passe. Le silence de Sinéad, son refus d'entrer en contact avec d'autres personnes, semblait parfois être sa seule façon d'interagir avec ce monde. Et ce silence, qui peut être interprété comme un aveu de culpabilité, ne crée en réalité que plus de questions que de réponses. Il semble qu'elle soit restée dans cet état, incapable de comprendre ou de vivre ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, l'affaire se prépare à être transmise au tribunal. Toutes les informations sont collectées, les déclarations enregistrées, les accusations présentées. À première vue, tout semble assez clair. L'enquête est terminée, et maintenant, seul le tribunal peut mettre un point final à cette affaire. Mais même malgré cela, il reste une incertitude qui ne donne pas la paix. La réponse simple et évidente est ce qui fait que l'enquête semble terminée. Et bien que tout ressemble à la version finale, il y a une sensation que l'affaire ne fait que commencer. Nuit. L'enquêteur principal est assis dans son bureau, relisant l'affaire. Il ne peut pas se calmer. Tout semble correct, tout comme ça devrait être. Mais quelque chose à l'intérieur ne lui donne pas la paix. Il relit les déclarations, analyse chaque fait, chaque détail, mais ne peut toujours pas se débarrasser de cette étrange sensation. Tout est trop simple. Dans sa tête, il y a du brouillard, et dans les procès-verbaux seulement des faits secs. Il remarque que l'affaire ne lui donne pas entière satisfaction. Il n'y a pas de notes, pas d'explication qui pourrait justifier logiquement ce qui a été commis. Ni assurance, ni vengeance. Rien. Tous ces motifs rationnels sont simplement un vide. D'une certaine façon, tout s'explique trop facilement. Une femme épuisée par la vie a bu et commis l'inimaginable. Mais quelque chose ne va pas. D'où vient ce vide dans la logique ? Pourquoi n'a-t-elle laissé aucune trace ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de notes ? Pourquoi tout si lisse ? Et voilà, le regard de l'enquêteur s'arrête à nouveau sur les déclarations de Finn O'Neill. La phrase prononcée par lui ne donne toujours pas la paix. Maman se disputait avec grand-mère. Cela n'a pas de sens. D'où vient ce moment étrange ? Pourquoi l'enfant, en état de choc, parle-t-il de la grand-mère morte ? Ce n'est pas juste de la fantaisie enfantine. Il relit ces mots encore et encore. Ce fragment étrange, qui semblait avoir été relégué à des rôles secondaires, semble maintenant être la clé. Cela ne peut pas être un hasard. Cela a une suite. Soudain, son intuition s'éveille et il comprend. Il faut vérifier quelque chose d'autre. L'enquêteur ne décide pas immédiatement,
mais ses mains se dirigent involontairement vers les archives. Il trouve l'acte de décès de Maeve O'Neill. Soudain, quelque chose fait tilt dans sa tête. Les dates coïncident. Maeve est morte en 1978. Est-ce que cela pourrait être lié? Étrange, mais c'est peut-être un détail important. Peut-être cette anomalie, ce fragment non évident, est-il la clé de la résolution? Il prend une décision. Il ne peut pas s'arrêter là. L'enquêteur comprend qu'il ne va pas simplement répéter ce que dit le système. Il décide de commencer à vérifier l'histoire familiale de Sinéad. Il se rend compte que s'il comprend correctement, toute cette tragédie ne peut être qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. Cela peut être lié non pas aux événements des derniers mois, mais à ce qui s'est passé il y a de nombreuses années. L'enquêteur envoie une demande officielle aux archives du comté de Clare. C'est une étape qui oriente officiellement l'enquête dans une nouvelle direction. Il ne va pas simplement suivre le chemin qui avait été tracé par le système. Il commence à chercher des liens avec le passé. La demande concerne les dossiers médicaux, ainsi que tous autres documents concernant Maeve O'Neill et sa fille Isolda O'Neill, mère de Sinéad. C'est une étape qui ouvrira un nouveau chapitre dans l'enquête. Maintenant, l'affaire cesse d'être simplement une enquête criminelle. Il ne s'agit plus de ce qui s'est passé dans la maison de la ferme. Il s'agit de ce qui arrivait à Sinéad et sa famille il y a des décennies. Le vecteur de l'enquête se déplace de l'étude du présent vers l'étude du passé. Et ce tournant n'était que le début. Sinéad se trouve dans la chambre sous surveillance 24 heures sur 24. Chaque pas, chaque mouvement est enregistré. Le personnel médical tient des registres reflétant son état, et ces registres deviennent une partie importante de l'enquête. Au début, rien d'inhabituel. Mais voici l'une des premières notes dans le journal de l'infirmière. La patiente refuse la nourriture, ne réagit pas aux questions. C'est étrange, apparemment rien d'extraordinaire, mais dans le contexte de ce qui se passe, cela ressemble au premier signal que quelque chose ne va pas chez elle. La note dans le journal continue. Période prolongée d'immobilité, catatonie. C'est déjà plus sérieux. Le médecin et les infirmières remarquent que Sinéad reste dans une position pendant des heures, comme si son corps n'obéissait pas à sa volonté. Elle ne bouge pas, ne parle pas, comme si elle était absorbée par quelque état intérieur. Cette description ne laisse aucun doute. Son comportement ne correspond absolument pas aux normes. Dans son cas, il s'agit de signes évidents de pathologie. Et voilà, l'état de Sinéad change. La note du journal enregistre à nouveau les changements. Les périodes d'apathie alternent avec des crises d'anxiété. Ces deux états sont polaires, mais ils viennent l'un après l'autre. La femme est désespérée, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Tout cela s'observe sur fond de refus complet de contact avec l'entourage, et dans son comportement apparaît une inadéquation troublante. Elle devient imprévisible. Mais ce n'est pas tout. La note continue de révéler des moments plus troublants. Une fois l'infirmière a écrit, la patiente parle à un coin vide de la chambre. C'est terrible. Sinéad, semble-t-il, converse avec quelqu'un qui n'existe pas. Il ne s'agit pas simplement d'une réalité parallèle, mais d'une vraie psychose. Et ces moments se répètent de plus en plus fréquemment. Dans ces mots, il n'y avait pas de logique, son regard était voilé et sa voix était silencieuse et imperceptible. Et voici une note encore plus troublante. Calme maintenant, cela ne vous fera plus mal. Ces mots, prononcés par Sinéad, sonnent comme un soin pervers, comme si elle était vraiment convaincue que quelqu'un a besoin d'aide, de soulager la douleur. Mais qui ? Ce moment jette simplement une ombre sur tout le motif. Pourquoi dit-elle cela dans un tel état ? Peut-être est-ce le reflet de sa lutte intérieure ? Ou croit-elle vraiment que ses actions ne sont pas un crime, mais un acte d'amour et de protection ? Le médecin traitant, qui suit attentivement l'état de la patiente, soumet un rapport sur son comportement inadéquat. Il comprend que ce n'est pas simplement la conséquence de l'alcool ou du stress.
Le comportement de Sinéad n'est pas compatible avec des diagnostics simples. Dans le rapport, le médecin indique « Le comportement est incompatible avec la simulation ou la psychose alcoolique simple ». Ce n'est pas le cas qu'on peut facilement attribuer aux problèmes usuels de santé mentale. L'enquête ne peut ignorer de telles conclusions. Tout le tableau commence à prendre un tournant inattendu. La recommandation officielle est une évaluation psychiatrique complète. Maintenant, la question de sa santé mentale devient centrale dans l'enquête. Ce n'est pas simplement un cas de crime, mais un cas dans lequel, peut-être, se cache une histoire beaucoup plus profonde et sombre. Les enquêteurs arrivent aux archives centrales de l'hôpital fermé de Sainte-Brigitte. C'est un endroit depuis longtemps oublié, caché aux yeux des étrangers. Des couloirs sombres et un silence sinistre. Dans cette énorme bibliothèque, où est conservée l'histoire de dizaines d'années, chaque coin semble rempli de mystères. Les étagères, couvertes de poussière, jusqu'au plafond rempli de milliers de dossiers. Ces dossiers sont des dépôts du destin de nombreuses personnes, dont beaucoup ont depuis longtemps disparu de la mémoire. La recherche ici est toujours un travail complexe et épuisant. Mais pour les enquêteurs qui doivent déchiffrer les mystères du passé, chaque minute passée dans les archives a de l'importance. Ils ont fouillé plusieurs sections, ne trouvant que des documents au hasard. Le temps passe lentement. Cependant, après plusieurs heures de recherche minutieuse, finalement, sur l'une des étagères apparaît la section nécessaire. Sur le dossier, debout parmi d'autres, un mot simple mais important. O'Neill. Le cœur de l'enquêteur fait un bond. Ce dossier maintenant est leur chance. Il le retire soigneusement de l'étagère. Ce n'est pas un gros dossier, seulement quelques pages, mais il peut cacher la solution de toute l'enquête. Sur la couverture, on voit le nom Isolda O'Neill, année d'hospitalisation 1970 971. Ces faits secs éveillent des questions que personne n'avait posées auparavant. Pourquoi précisément cette femme? Pourquoi ces années? Comment est-elle liée à Sinéad? L'enquêteur ouvre la première page du dossier. Il sent comment la tension monte. C'est le moment où chaque tournant devient important. Il examine attentivement les pages, scannant chaque ligne. Et voici, son regard s'arrête sur une ligne dans la colonne « Diagnostic ». Ici est clairement écrit à la main « Psychose maniaco-dépressive avec épisode paranoïaque aigu ». Ces mots changent tout. Le diagnostic, qui fut une fois donné à Isolda O'Neill, semble éclairer tant de ce qui jusqu'à présent était resté caché. Pour la première fois après tant de temps, cela remet tout à sa place. Toute l'énigme cachée dans le témoignage de Finn reçoit une confirmation documentaire. Ces mots sur « maman se disputant avec grand-mère » deviennent maintenant non pas simplement des fantaisies d'enfants, mais partie de l'histoire réelle. Ce n'est pas une coïncidence, mais un héritage qui, peut-être, se transmettait de génération en génération. L'enquêteur comprend qu'il n'a pas devant lui simplement une tragédie familiale, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Maintenant, il est sûr, l'affaire ne se termine pas ici. La psychose paranoïaque, comme celle d'Isolda, et ses épisodes maniaques, ce n'est pas simplement un dossier médical, c'est la clé qui lui ouvre des questions complètement nouvelles. Le psychiatre, désigné pour mener l'évaluation, commence à travailler avec Sinéad O'Neill. Lui, spécialiste expérimenté, commence par étudier tous les matériaux de l'affaire. Protocole d'interrogatoire, notes d'infirmière, copie du dossier médical d'Isolda O'Neill. Dans ces documents se cache quelque chose de plus grand que simplement la description d'un cas. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une femme qui a perdu le contrôle, c'est l'histoire de générations inscrites dans les dossiers médicaux et les registres. Le travail du psychiatre, qui durera plusieurs semaines, se transformera en partie clé de l'enquête. À la fin mars 1992 arrivera le rapport officiel qui peut tout bouleverser.
Le rapport du psychiatre commence par la phrase clé qui jette de la lumière sur ce qui se passe. La patiente démontre des signes de troubles affectifs sévères. Ce n'est pas simplement le résultat d'observation. C'est un diagnostic qui ouvre les portes à la compréhension de son état. Mais ce qui est encore plus important, le psychiatre continue. Haute probabilité de caractère héréditaire de la maladie. Ce n'est plus une coïncidence. La découverte des archives, où l'on parlait du diagnostic d'Isolda O'Neill, devient maintenant centrale. Pas seulement à cause des symptômes, mais parce que ce trouble probablement s'est transmis à Sinéad par hérédité. Le diagnostic préliminaire que fait le psychiatre sonne comme le point final dans l'explication médicale. Épisode psychotique aigu sur fond de troubles bipolaires non diagnostiqués. Ces mots donnent la science qui se trouve derrière ce qui s'est passé. Toute cette psychose qui a éclaté vers l'extérieur ne ressemble plus à une tragédie accidentelle, mais comme l'issue logique d'un trouble mental caché. Mais la conclusion du psychiatre se réfère aussi à l'alcool, qui figurait si souvent dans l'enquête. À première vue, l'alcool fut le principal catalyseur de la tragédie. Cependant, dans le rapport du psychiatre résonne un autre accent. L'alcool, dans ce cas, a agi non pas comme cause, mais comme catalyseur, enlevant les dernières barrières de la défense psychique. L'alcool n'a pas créé les problèmes, il a seulement accéléré et aggravé la maladie déjà existante. Cette importante précision change cardinalement le tableau. L'alcool n'était pas la cause. Il a seulement joué un rôle dans la révélation de ce qui était caché à l'intérieur de Sinéad. Maintenant, la version du meurtre d'ivrogne, qui semblait évidente et logique dans les premières étapes de l'enquête, est officiellement réfutée. Ce ne fut pas un crime spontané, commis en état d'intoxication alcoolique. Ce fut la conséquence d'un trouble mental à long terme qui se trouvait sous la surface. Et maintenant, nous commençons à comprendre ses dimensions. La conclusion de l'expert confirme, nous sommes devant un tableau beaucoup plus complexe. L'état de Sinéad exige non seulement une intervention médicale, mais aussi une nouvelle approche de l'enquête qui ne fait que commencer. L'enquête est obligée par protocole de vérifier l'alibi du parent le plus proche, dans ce cas, le mari de Sinéad, Liam O'Neill. C'est une procédure standard pour de tels cas, car vérifier toutes les versions possibles n'est pas seulement une formalité, mais une partie de la méthode principale de travail. Liam, se trouvant sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, le jour de la tragédie aurait pu exercer une certaine influence sur les événements. Cependant, malgré tous les soupçons, cette étape était nécessaire pour l'exclure de la liste des possibles impliqués. Les officiers envoient une demande officielle à la société opératrice de la plateforme pétrolière Brent Alpha. La demande concerne si Liam O'Neill était sur la plateforme le jour de l'incident. Ce n'est pas juste une formalité bureaucratique, mais une question qui pourrait révéler des détails importants. La réponse arrive rapidement, par Telex démodé, la technologie de ces années. Elle indique les feuilles de temps de travail dans lesquelles est enregistrée la journée de travail de Liam O'Neill le 12 février 1992. Et le plus important, son nom est définitivement présent dans la liste des travailleurs d'équipe. Cela confirme sa présence sur la plateforme le jour de la tragédie. Dans la réponse est également jointe une liste de 12 employés prêts à confirmer sa présence sur la plateforme. Cela rend l'alibi de Liam absolument en béton armé. La question de sa possible participation au crime tombe automatiquement. L'enquêteur, ayant reçu tous les documents et preuves, a établi un rapport officiel sur les résultats de la vérification. La formulation dans la conclusion est simple et ne laisse pas de place au doute. La présence de Liam O'Neill sur les lieux du crime est physiquement impossible. Ce rapport l'exclut définitivement du nombre des suspects. Avec l'exclusion de Liam O'Neill, l'enquête revient à Sinéad. Maintenant, compte tenu de son état et excluant la version masculine, l'enquête se concentre de plus en plus sur elle comme seule source possible de la tragédie. Liam O'Neill retourne en Irlande le 10 mai 1992, plusieurs mois après la tragédie. Sa présence sur la terre natale devient immédiatement un élément important de l'enquête, mais maintenant, plus comme suspect.
Il est convoqué pour interrogatoire en tant que témoin et il accepte volontiers. Liam a depuis longtemps vécu la perte, mais maintenant son rôle est de devenir une source d'information sur le passé de Sinéad, cette histoire cachée qu'elle n'a jamais partagée avec son entourage. Maintenant, malgré tout son chagrin, Liam devient une figure importante dans la résolution de ce qui s'est passé. Lors de l'interrogatoire, Liam partage ce qu'il a remarqué dans le comportement de sa femme. Ses mots pointent directement vers le problème, mais lui, comme beaucoup d'autres, ne pouvait pas réaliser ce qui se passait réellement. Elle était différente la dernière année. Tantôt elle se taisait pendant des semaines, tantôt elle pleurait sans raison, dit Liam. Ces phrases, à première vue, peuvent sembler simplement des signes de fatigue et de stress. Cependant, maintenant que nous comprenons que quelque chose de plus profond se passait avec Sinéad, cette description nous rappelle la pathologie qui s'accumulait graduellement dans sa vie. Mais Liam va plus loin. Dans ses mots résonnent à la fois l'alarme et l'incompréhension de ce qui se passait dans la famille. Parfois, elle parlait de mauvais sang dans sa famille. Je pensais que c'était juste des mots. J'attribuais cela à la fatigue. Cette révélation est importante. Elle pointe directement vers le fait que Sinéad était consciente de la présence d'un problème dans sa famille. Elle connaissait le trouble mental qu'elle avait hérité de sa mère, mais ne pouvait pas trouver en elle la force de chercher de l'aide. Toutes ces conversations sur le mauvais sang sont devenues partie de sa lutte intérieure avec la maladie. L'élément important suivant est fourni par la tante de Sinéad. L'enquête auprès des parents confirme que la maladie d'Isolda, la mère de Sinéad, n'était pas discutée dans la famille. On ne parlait pas de la maladie d'Isolda dans la famille. C'était une honte, dit-elle. Cette citation révèle toute la tragédie de la situation. Pas seulement la maladie, mais la peur d'être rejeté et jugé. Dans une société où les maladies mentales étaient souvent considérées comme quelque chose de honteux, Sinéad préféra se taire, cachant sa douleur pour ne pas devenir objet de jugement. L'enquêteur commence à composer le tableau, assemblant tous les faits. Sinéad connaissait le risque héréditaire, mais avait peur de l'affronter face à face. Tout ce qu'elle faisait, y compris le silence et le refus d'aide, était dicté par la peur qu'on puisse la déclarer folle. Cette peur devint le moteur principal de son comportement, transformant sa vie en cercle fermé dont elle ne pouvait pas s'échapper. Bien sûr, sa peur principale était liée aux enfants. Toute sa vie tournait autour d'eux et la perte des enfants était pour elle le scénario le plus terrible. Elle craignait que son état mental mène à ce qu'on lui enlève les enfants. C'était précisément cette peur qui finalement la fit agir irrationnellement, menant au final tragique. Salle d'interrogatoire à l'hôpital. Ce n'est plus une simple réunion. Dans la salle sont assises toutes les figures clés. Sinéad, l'enquêteur, son avocat et le psychiatre. L'atmosphère est tendue au maximum. Chaque mot prononcé ici a de l'importance. Sur la table repose un dossier. Copie du dossier médical d'Isolda O'Neill, la mère de Sinéad. Ce document maintenant se trouve entre eux. C'est comme un symbole du passé avec lequel on ne peut plus se cacher. L'histoire que Sinéad a si longtemps essayé de cacher, maintenant sort à la lumière. L'enquêteur pose le dossier sur la table, vise Sinéad et avec un calme froid, pose la question qui pénètre au cœur même de sa peur. Nous savons au sujet de la maladie de votre mère. Pourquoi avez-vous gardé le silence ? Ce n'est pas juste une question, mais une pression psychologique, une tentative de la faire avouer ou au moins s'expliquer. Elle sait que ce moment a une importance décisive. Sinéad, pour la première fois de tout le processus, ne reste pas passive. Du protocole de l'interrogatoire, la suspecte montre pour la première fois une forte réaction émotionnelle. Elle tressaille, mais malgré cela, ne répond pas immédiatement. Il semble qu'elle va se taire à nouveau. Cependant, l'enquêteur, ne lui donnant pas le temps de reprendre son souffle, pose la deuxième question plus décisive. Finn a dit que vous parliez avec grand-mère. Nous savons que votre mère souffrait d'hallucinations.
Parlez-nous de cela. Cette question ferma une autre boucle, connectant sa psychose avec sa mère. Maintenant, Sinéad ne peut pas écarter cela. Dans la salle, s'installe le silence. Tous, y compris Sinéad, comprennent qu'elle est au bord de prendre une décision. Répondre ou continuer à se taire. C'est le moment de choix qui fera passer toute l'enquête à un nouveau niveau. Le silence dure plusieurs longues secondes. Tous l'observent. Et finalement, son silence se brise. Sinéad commence à parler. Sa voix est silencieuse, à peine audible, mais les mots commencent à sortir, comme si elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était dans leurs yeux. Le même rire, la voix de la maladie. Ces mots sonnent comme des excuses et simultanément comme une explication de ce qui lui arrivait. Ce n'est pas juste une reconnaissance, c'est sa perception de l'ennemi qui pénétrait dans son esprit. Puis, elle prononce ce qui explique ses actions. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je devais les sauver, les envoyer dans un endroit silencieux. C'est la citation clé. Pour Sinéad, ce qui s'est passé n'était pas un meurtre. C'était sa mission. Elle essayait de sauver les enfants de ce qu'elle considérait comme une existence impossible, de la vie avec douleur et souffrance. Elle croyait vraiment que ses actions étaient un acte de salut. Maintenant, c'est devenu clair. Ce ne fut pas un acte spontané de malice ou de violence. Ce fut une erreur tragique engendrée par un trouble mental profond. Tout ce qu'elle fit était le résultat de son monde intérieur, un monde dans lequel elle croyait qu'elle sauvait ses enfants. Pour l'expertise définitive fut convoqué un conseil spécial de 3 psychiatres dirigeants du pays. Cette étape était nécessaire pour transférer finalement les conclusions médicales dans le plan juridique. Les experts obtinrent l'accès à tous les matériaux de l'affaire, y compris les derniers témoignages de Sinéad lors des interrogatoires. Tout ce qui fut rassemblé au cours de l'enquête était maintenant devant eux. Documents, analyses, observations, ainsi que rapports psychologiques. Sur la base de ces données, ils devaient formuler la conclusion définitive. Quand la conclusion fut prête, elle fut transmise au parquet. Le temps d'attente devint tendu, car cette conclusion pouvait devenir le facteur décisif qui transférerait l'affaire dans le plan juridique. Les experts n'ont pas seulement étudié la personnalité de Sinéad, ils ont étudié son état mental pour comprendre si elle pouvait être consciente des conséquences de ses actions quand elle commit la tragédie. Le document qui influencera maintenant l'avenir de Sinéad porte le titre « Conclusion de l'expertise psychiatrique judiciaire dans l'affaire Sinéad O'Neill ». Il contient des informations clés, le diagnostic, trouble affectif bipolaire de type 1 avec caractéristiques psychotiques. C'est une maladie mentale grave qui explique beaucoup de ses actions. Le trouble bipolaire et les hallucinations auxquelles elle se référait deviennent clairs pour tout le système. Mais le plus important dans cette conclusion est la conclusion finale des experts, qui détermine directement le destin juridique de Sinéad. Au moment de commettre les actes incriminés, la citoyenne O'Neill se trouvait dans un état d'irresponsabilité et ne pouvait pas être consciente du caractère factuel et du danger social de ses actions. Cette reconnaissance de son irresponsabilité ne laisse pas place au doute. Tout ce qui s'est passé était le résultat d'une psychose, non d'un crime conscient. La réaction du parquet à cette conclusion était inévitable. Après une étude détaillée, l'accusation fut d'accord avec les conclusions des experts. Ce n'est pas seulement une confirmation de l'état mental de Sinéad, c'est un changement de toute la perspective judiciaire. L'accusation d'homicide intentionnel fut retirée. Maintenant, le tribunal considérera l'affaire non pas comme un crime avec intention préméditée, mais à travers le prisme de la loi sur l'irresponsabilité. Tout change. Le procès qui commencera bientôt ne sera pas sur la culpabilité, mais sur l'état de santé mentale. Cette transformation de l'importance de l'affaire transférera le processus à un nouveau niveau et la question de sa responsabilité sera maintenant au centre de l'attention.
Les protocoles des sessions thérapeutiques avec Sinéad furent joints aux matériaux de l'affaire. Ces enregistrements permirent de regarder dans son monde intérieur et de comprendre ce qui se passait dans sa tête la nuit de la tragédie. Les questions que posait le médecin n'étaient pas dirigées seulement vers son état mental, mais aussi vers la nature de ses hallucinations. À l'une des sessions, le médecin pose une question directe. « Qu'est-ce que la voix vous disait exactement ?» Cette question, apparemment simple, ouvrira une autre couche de sa psychose. La réponse de Sinéad fut effrayante et étrange. C'était la voix de grand-mère. Elle dit que la malédiction était déjà en eux, qu'il fallait les purifier. Ces mots correspondent complètement avec ce qu'elle disait lors de l'interrogatoire et avec ce que dit son fils Finn. Mais maintenant, dans un environnement plus calme et profond, elle le décrit avec beaucoup plus de détails. Ce ne sont pas seulement des fantasmes, mais des souvenirs et expériences avec lesquels elle vivait. Mais les hallucinations de Sinéad n'étaient pas seulement auditives, elle décrit aussi des hallucinations visuelles, ce qui rend sa psychose encore plus englobante. Elle raconte comment elle voyait la maladie dans son propre enfant. Quand Sirsha riait, je ne voyais pas son visage, mais le visage de la maladie. Il se moquait de moi. Cette perception pervertie de la réalité était partie de sa psychose. La douleur et la souffrance qu'elle éprouvait se transformèrent en ces images, en ces visions terrifiantes qui ne lui permettèrent pas de distinguer la réalité de l'hallucination. Sinéad raconte comment il lui semblait qu'elle devait purifier les enfants. Dans sa conscience, elle ne commettait pas un crime, elle accomplissait simplement sa mission. L'eau devait tout laver, les coucher pour dormir dans le silence, pour toujours. Ces mots devinrent clés dans la compréhension de ses actions. Ce qu'elle percevait comme acte de soin, nous le voyons maintenant comme erreur tragique dictée par la psychose. Quand le médecin pose la dernière question, la plus directe de toutes, « Vouliez-vous les tuer ?» Sinéad répond avec une telle sincérité qui bouleverse. « Non, je voulais les sauver. » Cette réponse n'est pas seulement une explication, c'est le point final dans la compréhension de sa motivation. Dans son monde, dans sa conscience, tout ce qui se passait était un acte d'amour tragique et perverti. Ses actions, malgré toute leur nature terrifiante, furent dictées par un état pathologique. Sinéad ne réalisait pas que sa perception du monde était altérée et qu'elle causait de la souffrance. À ses yeux, son acte fut un acte de sauvetage, salle de tribunal. Au banc des témoins est assis le psychiatre expert principal, prêt à donner sa conclusion. Tous les regards se dirigent vers lui, car de ses mots dépend la compréhension de ce qui se passe. Il s'adresse au jury, expliquant non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment cela s'est passé dans la conscience de Sinéad. Sa tâche est de traduire tous les événements dans le langage compréhensible de la logique et de la médecine. Ce n'est pas seulement un témoignage, mais une tentative de révéler comment le trouble mental a mené à la tragédie que nous discutons maintenant. L'expert commence son discours, accentuant les moments les plus importants de sa maladie, qui devinrent catalyseurs de la tragédie. Il décrit comment, pendant plusieurs semaines, Sinéad souffrit d'insomnie et de paranoïa. Ces facteurs aggravèrent son trouble de base, qui sans doute était toujours là, mais dans un tel état, il accumulait de la force. Les insomnies nocturnes et pensées obsessionnelles devenaient sa réalité, et cela ne faisait qu'intensifier sa lutte intérieure. La paranoïa dans sa tête devenait de plus en plus forte, et elle perdait la capacité de distinguer la peur de la réalité. Ensuite, l'expert explique comment l'alcool devint un catalyseur destructeur. Il détruisit les derniers mécanismes de contrôle qu'elle maintenait encore d'une manière ou d'une autre. L'alcool enleva les dernières barrières, et Sinéad plongea dans une psychose aiguë qui changea complètement sa perception du monde. Ce fut le moment où elle ne pouvait plus distinguer ce qui était réel et ce qui était le produit de son esprit malade. Au moment culminant de la psychose, sa perception changea définitivement. Les hallucinations auditives et visuelles devinrent pour elle réalité objective. Ce qui se passait dans sa tête était réel,
et elle ne pouvait pas lutter contre ce monde. Ces visions et voix qu'elle entendait devinrent pour elle inévitables, comme quelque chose auquel elle devait se soumettre. Ce n'était pas seulement une perception, c'était une sensation qu'elle était obligée d'agir pour sauver ses enfants. L'expert explique finalement l'acte lui-même. Il parle de ce que, pour Sinéad, ces actions n'étaient pas de la violence, mais un rituel dicté par des voix auxquelles elle ne pouvait résister. Pour elle, ce n'était pas un crime, mais une mission. Elle pensait qu'elle aidait ses enfants, les libérant de souffrances qu'elle considérait inévitables. Tout ce qu'elle faisait lui semblait acte de sauvetage, non meurtre. L'explication scientifique fut fournie au tribunal. Tous les moments clés de la psychose et ses conséquences sont maintenant compréhensibles. Cette image est complète. 2 février 1993, Cour suprême de la ville d'Ennis. Dans la salle se rassemblèrent tous les participants clés de l'affaire, Liam O'Neill, enquêteur, presse. Sinéad O'Neill se trouve dans le box spécial pour accusés. L'atmosphère même de la salle de tribunal est remplie de tension. Le processus judiciaire qui dura plusieurs mois approche de sa culmination. Tous les regards sont rivés sur le destin de la femme dont les actions menèrent à une tragédie horrible. Le juge lève les yeux et dans le silence commence la lecture du verdict. D'abord, le juge énonce le fait évident. Le tribunal a établi que Sinéad O'Neill a commis des actions qui ont mené à la mort de Saoirse et Éina O'Neill. C'est une procédure standard, affirmer le fait de commettre le crime. Cependant, à ce moment, surgit une pause. La tension dans la salle augmente, car la prochaine étape peut tout changer. Le juge continue. Cependant, sur la base des preuves présentées et des expertises, ces mots deviennent le tournant qui mènera l'affaire à un autre niveau. Toute l'information précédemment recueillie sur l'état de Sinéad résonne maintenant comme une partie clé de la décision. Le juge conclut. Le tribunal la déclare non coupable pour cause de folie. Not guilty by reason of insanity. La salle d'audience se tait. Ce ne fut pas simplement un verdict. Ce fut une conclusion définitive qui changea tout le cours de l'enquête. La question de culpabilité disparaît. La question de l'état mental de l'accusé passe au premier plan. Ensuite, le juge lit la résolution concernant le sort futur de Sinéad. Sinéad O'Neill doit être dirigée vers un traitement obligatoire à l'hôpital psychiatrique central de Dublin. Ce n'est pas la liberté, c'est le début d'une nouvelle étape de sa vie. Une vie dans laquelle elle recevra les soins médicaux nécessaires pour son état. Le procès judiciaire est terminé. Rapidement mais fermement, le tribunal rend son verdict. L'affaire est officiellement close. Sinéad O'Neill fut transférée à Dublin, où sa surveillance médicale ultérieure devint partie de sa vie. Toute l'information sur son état est maintenant fermée. Son histoire passa dans le plan médical, et en dehors des murs de l'hôpital, personne ne sait comment elle vit aujourd'hui. Cependant, elle n'est plus la même femme qui comparut devant le tribunal. Sa vie continua, mais dans le cadre du système médical. Liam O'Neill, qui survécut au cauchemar qui changea sa vie, avec son fils Finn, prit la décision de tout recommencer. En 1993, ils vendirent la ferme dans le comté de Clare et quittèrent cette région. Cette démarche ne fut pas seulement une fuite du passé, mais aussi une tentative de restaurer au moins une certaine stabilité dans leur vie. Leur localisation ultérieure est inconnue. Depuis lors, ils disparurent du champ de vision, laissant derrière eux un vide qui restera pour toujours un mystère pour tous. Quant à la ferme elle-même, Scallow Point, ses nouveaux propriétaires n'y vécurent jamais. La maison resta abandonnée, comme symbole non seulement de la tragédie, mais aussi d'une vie brisée qui exista autrefois dans ses murs. Les habitants locaux évitent cet endroit. Cela devint partie du folklore local, un lieu où une terrible tragédie eut lieu autrefois. Et maintenant, il est rempli de fantômes du passé. Mais l'histoire des O'Neill ne resta pas seulement dans les limites de ce petit village. L'affaire attira l'attention des médias dans toute l'Irlande
et dans le pays commença une discussion active sur les problèmes de santé mentale, particulièrement dans les communautés rurales et conservatrices. Le sujet principal de discussion fut comment la société stigmatise les personnes avec des maladies mentales, surtout dans des endroits comme les villages, où les maladies sont souvent cachées et l'aide est insuffisante. La tragédie de la famille O'Neill, malgré toute sa cruauté, devint un catalyseur pour le changement. Cette affaire attira l'attention sur un énorme problème, l'aide psychiatrique insuffisante en Irlande. Au milieu des années 90, elle devint l'un des facteurs clés qui menèrent à la réforme des services d'aide psychologique, qui aurait peut-être pu sauver beaucoup d'autres personnes de tragédies similaires. L'histoire de Sinéad, Liam et de toute leur famille n'est plus simplement une tragédie privée. C'est un rappel de l'importance du soutien et de la compréhension des maladies mentales et de la force avec laquelle elles peuvent affecter les destins des gens.